lorsqu'on parle de liste électorale. Ceci fait, je passerai dans une première partie à la problématique des listes électorales en Afrique. Et puis il sera question de l'étude réalisée par des experts de l'Union européenne sur la faisabilité de la LEPI. Étude réalisée bien sûr en 2008 et qui, de cette étude donc, se sont inspirés certains députés à l'Assemblée nationale à l'époque pour initier des propositions de loi qui ont conduit au vote de la loi 2009-10 qui a régi la réalisation de la LEPI. Et ceci me permettra de soulever quelques insuffisances de cette loi, insuffisances dont bien entendu ont profité certaines personnes pour fabriquer le fichier aujourd'hui introuvable qu'on a appelé la LEPI. Et donc, je parlerai ensuite des conséquences de tout ce cafouillage sur le processus même de réalisation de la LEPI. Et dans une dernière partie, j'aborderai les perspectives à court et moyen terme. Voilà un peu comment sera structurée ma communication et par la suite, avec vos contributions, nous enrichirons le débat. Alors, quelques définitions. Je veux d'abord dire qu'est-ce que c'est qu'un fichier électoral. Le fichier électoral est constitué par l'ensemble des données collectées dans le cadre du RENA, c'est-à-dire du recensement électoral national approfondi. Dans le cadre de la LEPI au Bénin, il s'agit des données nominatives et personnelles pour tous les citoyens âgés de 8 ans et plus. Nous avons choisi 8 ans et plus. On aurait pu choisir une autre tranche d'âge. Et donc, à ces données nominatives et personnelles pour cette catégorie-là, s'ajoutent les données biométriques pour les citoyens âgés de 12 ans et plus. Donc, de 8 à 10 ans, on ne prend que les données nominatives et personnelles. Et à partir de 12 ans, on ajoute à ces données-là les données biométriques. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces données qui constituent le fichier électoral. Et c'est donc de ce fichier électoral qu'on tire d'abord ce qu'on a appelé l'EIP, liste électorale informatisée provisoire. Et la liste électorale informatisée provisoire contient les données personnelles, nominatives et biométriques brutes, c'est-à-dire non corrigées, pour tous les citoyens âgés de 18 ans ou plus, c'est-à-dire tous ceux qui doivent prendre part au scrutin qui arrive. Et donc, c'est cette LEIP-là, maintenant corrigée et apurée, qui constitue la LEPI. Je veux aussi parler de la liste électorale informatisée. J'ai parlé tout à l'heure de la liste électorale permanente informatisée. Elle est différente de la liste électorale informatisée tout court. La liste électorale informatisée, c'est une liste électorale issue d'un enregistrement classique des électeurs en âge de voter. Et donc, cet enregistrement-là se fait au niveau des centres de collecte où leurs données nominatives, personnelles et biométriques sont saisies. Donc, au niveau de la liste électorale informatisée, il n'y a pas de cartographie censitaire, il n'y a pas de recensement porte à porte. On va directement à un recensement, enregistrement au niveau des données, des centres de collecte. Et donc, ce sont ces données-là qui traitées dans la liste électorale informatisée. Donc, ce que nous faisions avant la réalisation de ce qu'on appelait la LEPI, c'est-à-dire les listes manuelles que nous faisions, si la procédure utilisée, au lieu de faire seulement à la main, nous avions procédé avec l'informatique, on aurait appelé le résultat liste électorale informatisée, LEI. Alors, ces petites définitions faites, je voudrais passer maintenant à l'introduction. Dans toute démocratie représentative digne de ce nom, la liste des personnes autorisées à prendre part au jeu électoral, plus particulièrement la liste des électeurs, constitue l'une des composantes clés du processus électoral. Il en est ainsi parce que les élections étant le seul véritable canal par lequel le peuple décide de confier sa destinée à des hommes et femmes qu'il juge capables de le représenter dans l'exercice de sa souveraineté,
la légitimité des élus est fortement tributaire du nombre et de la qualité des électeurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que les principaux textes internationaux et régionaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international sur les libertés civiles et politiques, le protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie, la bonne gouvernance, etc., demandent expressément aux États de prendre toutes les dispositions en vue de faciliter à leurs citoyens l'exercice de leur droit de vote. L'établissement de la liste électorale ou encore du corps électoral, c'est la même chose, est donc une opération qui permet de collecter et d'organiser les données relatives aux citoyens jouissant du droit de vote, au découpage électoraux, aux documents d'identification. La liste électorale peut être réalisée avec des technologies et approches méthodologiques diverses. L'essentiel reste que son établissement obéisse aux critères de transparence, d'exhaustivité et d'actualité dans les conditions fixées par les textes en vigueur. Ainsi, par exemple, la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 prévoit en son article 6 le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux béninois des deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Conformément à cette disposition constitutionnelle et aux textes législatifs et réglementaires subséquents, le Bénin a organisé de 1990 à 2008 13 consultations électorales sur la base de listes électorales confectionnées de façon manuelle. Seulement, si l'utilisation de ces listes manuelles a permis d'organiser tous ces scrutins sans que ceux-ci soient suivis de contestations majeures pouvant remettre en cause le système démocratique béninois, elle a cependant montré ses limites et de nombreuses limites dues aux possibilités de fraude observées. Face à cette situation, les organes de gestion des élections, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques et financiers du Bénin ont commencé à réclamer depuis 1998 la réalisation d'une LEPI, présentant le double avantage d'être plus fiable et plus crédible d'une part, et de rationaliser l'organisation des élections tout en réduisant les coûts à terme d'autre part. Malheureusement, toutes les études menées depuis lors dans le cadre de la réalisation de la LEPI n'ont pas été suivies d'actes concrets, jusqu'au lendemain des élections communales et locales de 2008, qui ont failli faire basculer le pays dans un chaos post-électoral. C'est alors que, sur demande du chef de l'État, l'Union européenne et le PNUD ont organisé, par des experts béninois et étrangers, une étude de réactualisation sur la faisabilité de la LEPI. L'étude s'est déroulée en septembre-octobre 2008. La mission a déposé son rapport en décembre de la même année. Après plusieurs péripéties survenues dans un climat de tension consécutive aux consultations électorales dont j'ai parlé tout à l'heure, des propositions de loi s'inspirant du rapport des experts ont été introduites au Parlement, puis une loi a été votée et promulguée. La loi 2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du RENA et établissement de la LEPI. Ainsi fut enclenché, dans un contexte et des conditions que nous approfondirons tout à l'heure, le processus qui va conduire cas un cas le pays jusqu'aux élections de 2011, caractérisé par un chaos historique, au lendemain duquel la liste électorale demeure à ce jour inaccessible aux Béninois, quand bien même la loi fait obligation de la publier au journal officiel, sur Internet, par voie de presse et par affichage. Notre présentation s'attachera donc d'abord à resituer la problématique des listes électorales dans le contexte africain. Nous allons ensuite rappeler le contexte et les conditions dans lesquelles il a été procédé à l'étude de faisabilité de la LEPI au Bénin et au vote de la loi 2009-10. Puis nous ferons ressortir les insuffisances substantielles contenues dans cette loi. Nous relèverons alors l'impact que tout ceci a pu avoir sur le processus de réalisation de la LEPI, dont nous examinerons brièvement quelques résultats. Enfin, nous exposerons les actions que nous estimons nécessaires de mener en vue d'une part de disposer d'une liste électorale fiable pour les élections de 2013 et d'autre part de doter le Bénin d'une véritable LEPI qui répondra effectivement aux objectifs ayant originairement présidé à son avènement. Problématique donc des listes électorales en Afrique.
Depuis l'avènement des régimes démocratiques en Afrique dans les années 90, la question des listes électorales se retrouve au centre de nombreux contentieux électoraux. Ceci est dû au fait que la maîtrise du corps électoral est non seulement une question technique et juridique, mais aussi et surtout un enjeu politique de taille. Il n'est pas rare d'entendre, et c'est à peine caricatural, que celui qui contrôle la liste électorale a déjà gagné les élections à 50%. De fait, un candidat bénéficiant d'intentions de vote favorable de la majorité des électeurs potentiels peut perdre les élections parce que son concurrent aura trouvé le moyen d'empêcher une frange de cet électorat de figurer sur la liste électorale. De même, un gonflement frauduleux de la liste électorale en faveur du candidat minoritaire peut inverser les tendances et l'amener à gagner les élections. Les pays africains, surtout francophones, sont fortement prédisposés à ces manipulations de listes électorales, longtemps favorisées par l'utilisation de listes manuelles offrant plus de possibilités de tricherie. Ainsi donc, profitant des faiblesses des États africains, au nom desquels on peut citer la faible organisation administrative, le découpage territorial approximatif, la mauvaise gestion de l'état civil, qui rend difficile l'identification des citoyens sur des bases documentaires fiables, la non-maîtrise des flux migratoires internes et externes, le manque de ressources financières, et j'en passe, certains candidats, surtout ceux du pouvoir, puisque c'est eux qui sont au contrôle, arrivent à tripatouiller les listes électorales pour s'assurer de gagner les élections. Le camp d'en face ne voulant pas s'en laisser compter, évidemment, la question des listes électorales est au cœur de tous les débats politiques à la veille de toutes les élections dans presque tous les pays africains, surtout francophones comme le Sénégal, le Mali, etc. Au Mali, par exemple, la Cour constitutionnelle a invalidé les résultats des élections législatives de 1997 à la demande des partis de l'opposition pour absence de liste électorale. Au Sénégal, l'opposition a exigé et obtenu un audit du fichier électoral à la veille de l'élection présidentielle de 2007, alors qu'une liste intégrant la biométrie avait été confectionnée seulement en 2005-2006. Cela n'a pourtant pas empêché qu'un nouvel audit soit réclamé et effectué à l'approche des présidentielles de 2012. Les exemples du genre sont légion et ont progressivement induit une évolution dans les méthodes d'élaboration du fichier électoral. D'abord, face aux défaillances évidentes du système d'état civil, plusieurs pays ont commencé à organiser des opérations de recensement à caractère électoral qui consistent à recueillir les données nominatives et personnelles des citoyens et à les regrouper dans un fichier électoral provisoire. Les personnes disposant de pièces d'état civil sont recensées sur la base des dites pièces, tandis que celles qui n'en possèdent pas ont recours au système dit de témoignage. Les données ainsi recueillies sont donc extraites des listes électorales qui sont informatisées, publiées et soumises à une révision annuelle. Seulement, au fil du temps, le recensement des seules données alphanumériques, c'est-à-dire les données nominatives et personnelles, a montré ses limites. Les données biométriques ont alors fait leur apparition dans les listes électorales. Ces données biométriques permettent d'établir l'unicité physique de chaque électeur, donc de réduire les inscriptions multiples, de réduire la fraude sur les cartes d'électeurs qui comportent des photos, tout comme les listes d'émargement. Lorsqu'on parle de données biométriques, ce sont les données qui sont relatives à l'individu physique. La couleur des yeux, la taille, les empreintes digitales, ainsi de suite. Cependant, si la biométrisation est un moyen efficace de fiabilisation des listes électorales, des difficultés demeurent et se posent en termes d'actualisation régulière des données, d'exhaustivité, de transparence et de sécurisation. Et le grand problème par rapport à l'actualisation se situe surtout au niveau de la déclaration des morts. En Afrique, nous ne déclarons pas toujours nos morts, si bien que dans le fichier, vous avez pendant des années, dans un fichier électoral, même informatisé, des morts qui continuent de figurer. Et donc, les vivants peuvent venir voter avec les cartes des morts. On n'en sait rien si on n'a pas réussi à régler ce problème. Par ailleurs, l'établissement de listes électorales informatisées avec biométrie se déroule avec plus ou moins de bonheur pour deux autres raisons. Premièrement, les États africains, du fait de leurs ressources limitées, n'arrivent pas à supporter le coût de ces réformes et sont obligés de se tourner vers l'extérieur. Deuxièmement, soit pour faire plaisir aux partenaires extérieurs, soit encore parce que cela constitue une des conditions d'intervention de ceux-ci, les États africains optent souvent pour des technologies qui ne sont pas forcément les plus adaptées à leur réalité naturelle, sociologique, économique, etc. Du coup, ils se retrouvent contraints à contracter des prêts qu'ils vont rembourser sur plusieurs années
pour réaliser un processus d'informatisation dont les résultats ne sont pas toujours totalement satisfaisants et peuvent encore générer d'autres dépenses en matériel complémentaire ou en matériel de rechange. C'est donc dans cet environnement régional caractérisé par des avancées plus ou moins adaptées en matière de réalisation de listes électorales informatisées et biométriques qu'il faut situer ce que j'appelle l'aventure de la LEPI que le Bénin a démarré en 2008 avec l'actualisation de l'étude de faisabilité et l'adoption de la loi 2009-10. J'en viens donc à l'actualisation de cette étude. Il faut rappeler ici que les organes de gestion des élections, c'est-à-dire la Sénat, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques et financiers du Bénin ont commencé à réclamer depuis 1998 la réalisation de la LEPI. Malheureusement, donc, toutes les études menées n'ont pas été suivies d'actes concrets. Suite à la proclamation des résultats des élections de 2008, des contestations ont fusé de toutes parts. Contestations parfois spontanées, parfois suscitées. Des manifestations et contre-manifestations sont organisées un peu partout dans le pays. Les préfets qui relèvent de l'autorité du gouvernement se sont abstenus, entre griffes, d'installer certains conseils communaux sous prétexte que les populations s'y opposent, violant ainsi les thèses de la République. En signe de protestation, les députés à l'Assemblée nationale, à l'époque majoritairement de l'opposition, ont observé sur plusieurs jours, chose inédite au Bénin, un mouvement dit à l'époque de grève. Bref, la tension politique était telle qu'aucun dialogue n'était possible entre les acteurs. Or, s'il y a une condition qui revient de façon récurrente depuis 2008 dans tous les rapports relatifs à la réalisation de la LEPI, et qui est d'ailleurs toujours d'actualité, c'est bien celle qui a trait à la réalisation d'un consensus. Consensus qui ne peut résulter que d'un dialogue sincère et constructif. C'est donc dans un climat délétère, caractérisé par une radicalisation des positions antagonistes des acteurs politiques à l'époque, que le chef de l'État a décidé de lancer via l'Union européenne et le PNUD l'actualisation de l'étude de faisabilité de la LEPI. Comme il fallait s'y attendre, la séance de restitution du rapport de cette étude, qui s'est tenue les 6 et 7 décembre 2008, s'est donc tenue en l'absence des principales forces de l'opposition de l'époque. Je veux nommer le PRD, le PSD, le MADEP, le G13, force clé, qui ont choisi le boycott pour manifester leur mécontentement. Malgré cela, le processus a continué. Il convient à ce stade de rappeler certains points essentiels de ce rapport, c'est-à-dire le rapport des experts de l'Union européenne, rapport qui inspirera les propositions de loi initiées plus tard. Premièrement, le rapport rappelle les principaux points de vue des acteurs consultés lors du démarrage de l'étude. Ces points sont les suivants. La nécessité de conduire les élections de 2011 sur la base d'une liste électorale sécurisée et consensuelle. Ça revient. Ça fait partie des conditions qui ont été posées. Deuxièmement, la nécessité de conduire l'exercice de mise sur pied de la LEPI dans une période de calme électoral. En pratique, le souhait semblait général à l'époque de finaliser la LEPI au plus tard au premier trimestre 2010. Tout le monde se rappelle quand est-ce qu'on a finalement sorti ce qu'on nous a appelé l'EPI. Je ne parle jamais de l'EPI, je dis ce qu'on nous a appelé l'EPI. Je le fais exprès. Troisième condition, l'utilisation de la biométrie comme élément de sécurisation de la liste. Et enfin, le caractère inclusif et transparent des opérations. Inclusif, c'est important. Deuxièmement, le rapport définit la LEPI comme une liste produite à partir d'un fichier national de la population électorale en prenant en compte plusieurs cycles électoraux. Et le rapport dit que le fichier national de la population, donc qui prend en compte plusieurs cycles électoraux, est constitué par, premièrement, la base de données géographique, et démographique plutôt, la base de données démographique, individuelle, nominative et biométrique provenant du RENA. Deuxièmement, la base de données géographique, cette fois-ci de localisation, produite par l'organe national compétent sous l'autorité de l'organe de gestion des élections. L'organe national compétent. Je reviendrai là-dessus. Troisièmement, le RENA se décompose en 3 grandes phases. La cartographie censitaire, le recensement porte-à-porte, l'enregistrement des informations nominatives et biométriques des personnes qui ont l'intention de participer au scrutin. Alors, je veux parler d'abord de la cartographie.
elle sert de fondement donc au RENA. La cartographie censitaire vise à assurer l'exhaustivité du dénombrement et permettre la mise en place d'un fichier géographique constitué d'une base de données multidimensionnelle sur les infrastructures. Tout ce que je dis et les points sur lesquels j'insiste, c'est des points que j'ai tirés du rapport produit en 2008. Et donc, je rappelle que la cartographie vise à assurer l'exhaustivité. Parce qu'à l'époque, le premier superviseur général de la CPR nous avait dit qu'il faisait la cartographie par échantillonnage. Ça ne se fait pas techniquement. Une zone de dénombrement électoral est la portion du territoire national abritant un nombre plus ou moins fixe d'habitants que l'agent recenseur doit correctement et entièrement recenser pendant la durée proposée du dénombrement. À l'époque, les experts avaient proposé 15 jours sur l'étendue du territoire national afin de respecter les règles de la simultanéité. Ce qui veut dire quoi? Que la cartographie doit se dérouler au même moment sur toute l'étendue du territoire national et non pas par aire opérationnelle tel qu'on nous l'a servi. Il est proposé ensuite de procéder au recensement de tous les Béninois âgés de 10 ans au moins en 2009 dans leur ménage. Le recensement dans leur ménage, cela veut dire quoi? Restez chez vous, les agents viendront vous recenser dans vos ménages. On a entendu dire ceci. Certains partis ont refusé à leurs militants d'aller se faire recenser. On ne va pas se faire recenser. On reste chez soi et l'agent vient vous recenser. C'est différent. La collecte des informations de ce recensement doit correspondre à certaines normes et certains paramètres techniques qui sont l'exhaustivité, la simultanéité, la fiabilité, la sécurité et la transparence. Les données nominatives des Béninois ayant 14 ans et plus collectées sur les formulaires dans les ménages et les données biométriques seront ensuite enregistrées dans des centres de collecte. Donc, c'est à l'enregistrement qu'on passe dans des centres de collecte. Les deux premières phases, c'est chez chacun qu'on passe, et c'est à la troisième phase que les citoyens se déplacent vers les centres de collecte. Quatrième point. Les experts à l'époque ont prévu des difficultés qui pourraient survenir parce que la liste électorale informatisée, pas la LEPI, la liste électorale informatisée a été réalisée ailleurs et ceux qui ont participé en ont tiré des conséquences. Et donc, en prévision de certaines difficultés, les experts ont dit ceci. Par rapport aux contraintes calendaires, les échéances électorales de 2011 et la complexité ainsi que la lourdeur du processus de mise en œuvre de la LEPI demeurent une préoccupation majeure quant au respect des délais relatifs aux activités critiques du projet. Les difficultés d'accès de certaines régions lacustres et marécageuses auront un impact sur la participation des populations. Ceci constitue un facteur défavorisant, aussi bien pour le déplacement des agents recenseurs que des pétitionnaires, c'est-à-dire ceux qui vont aller se faire enregistrer vers les centres de collecte, que pour le transport du matériel de recensement. Les partenaires politiques, techniques et financiers devront donc veiller à appuyer toutes les tentatives visant à favoriser le consensus, encore une fois, avant le démarrage du projet, pendant et après la mise en œuvre de la LEPI. On nous a toujours servi, il y a déjà eu le consensus à l'Assemblée pour voter la loi, c'est fini. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le consensus, c'est à toutes les phases du projet, même après. Et je continue, je cite toujours, toute dégradation significative de la situation politique pourrait avoir pour conséquence la discontinuité dans les prises de décision qui mettrait la mise en œuvre de la LEPI et son acceptation en péril. Un dernier point sur lequel je vais insister, et là encore, les experts l'ont dit en prévision de ce qui pouvait arriver, je cite encore une fois, les contraintes de temps, le déficit persistant en termes d'identification des électeurs sur une base documentaire et les considérations budgétaires impliquent qu'il soit procédé à des choix et des arbitrages en diverses options possibles pour la mise en place d'une liste informatisée dont le degré de permanence, d'exhaustivité, de fiabilité et d'exactitude
sera susceptible de varier sensiblement en fonction des choix opérés. Dans cette perspective, il est envisagé une alternative à la LEPI. Cette alternative, qui n'est rien d'autre qu'une liste électorale informatisée, cette fois-ci LEI, qui n'exige pas le passage par une phase de recensement par ménage, telle qu'elle avait été définie dans la mise en place de la LEPI, et prend pour modèle les opérations qui ont été ces dernières années conduites en RDC et au Togo. Je voudrais ici m'arrêter pour dire qu'à un moment donné dans le au cours du processus, notre Cour constitutionnelle a rendu une décision et elle a dit qu'il n'y a que le Bénin dans la sous-région qui n'a pas de LEPI. Et la Cour s'est fondée sur cet aspect-là pour prendre une décision. Ce qui est faux et archi faux. En dehors de la Côte d'Ivoire, qui a essayé de réaliser une LEPI, je dis qui a essayé, aucun pays de la sous-région n'a réalisé de LEPI. Aucun. Ils ont tous réalisé de l'EI. Et donc, dans l'hypothèse où l'option retenue serait celle de la LEI, les éléments relatifs à la cartographie censitaire, au recensement et la mise à jour de la liste sont à ignorer. Ce point fait, donc, se fondant donc sur ce rapport, les honorables Kenom et Debourou, à l'époque, ont initié des propositions de loi qui ont été étudiées au Parlement en avril-mai 2009. Alors, si la loi 2009-10 portant organisation du RENA établissement de la LEPI s'est fortement inspirée du rapport des experts, dont je viens de lire certains extraits, les initiateurs de la loi, puis les députés dans leur majorité ont cependant fait l'impasse sur certains aspects pourtant importants qui se révéleront plus tard de sérieuses failles exploitées par les responsables des organes de gestion de la LEPI pour dénaturer le processus. Quelles sont ces insuffisances? Je vais parler d'abord des dispositions inadéquates ou imprécises. La première imprécision est relative à la méthodologie de réalisation du RENA. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les 3 phases, il n'y a que 2, ou plutôt, il n'y a qu'une seule qui se réalise par aire opérationnelle. Les 2 premières se réalisent de façon simultanée sur toute l'étendue du territoire. Et sur ce point, la loi n'a pas été suffisamment claire. La loi s'est contentée de dire, et je cite l'article 6, le RENA est conduit suivant une démarche progressive par aire opérationnelle. Point. Or, en lisant ainsi, on a l'impression que c'est tout le processus qu'il faut conduire par aire opérationnelle. Il aurait fallu préciser que telle et telle étape se conduisent par aire opérationnelle et telle autre se conduit de façon simultanée. C'est une des insuffisances de la loi. Ensuite, la question des empreintes digitales. La loi dit qu'il faut prendre les empreintes des 10 doigts, ce qui n'est pas nécessaire. Puisque techniquement, il y a une seule chance sur 10 puissance 24 que 2 empreintes digitales se ressemblent. À partir de ce moment, il aurait suffi d'1 ou 2 empreintes pour faire le travail et ça nous aurait permis de gagner beaucoup de temps et d'éviter certains problèmes qui se sont posés au cours du processus. Je vais citer par exemple ce que le maire de Porto-Novo à l'époque avait dit, qu'à partir de 16 heures, les empreintes, les photos ne sont plus lisibles. Cela devait fatalement arriver. Et pour permettre de passer cette difficulté, qu'est-ce que la CPS LEPI, sur demande du PNUD, a autorisé? Je cite, ils ont autorisé de permettre d'indiquer dynamiquement en cours de saisie qu'un doigt dont on n'arrive pas à capturer l'empreinte est de mauvaise qualité afin de passer outre sa saisie. Fin de citation. C'est-à-dire, la loi dit, prenez les empreintes des 10 doigts. Le PNUD de la CPS dit, si vous commencez et que le doigt refuse qu'on prenne, oubliez ce doigt-là et continuez. En violation de la loi. Et ensuite, ça brouille inévitablement le dédoublonnage. Un autre communicateur vous expliquera ce que cela signifie. Donc, il faut régler cette question-là. Si on devait corriger la loi, il ne faut plus mettre empreinte de 10 doigts. C'est inutile. Ensuite, l'imprécision de la loi sur le mode de transport des données. La loi dit que les données recueillies dans les centres de collecte sont transférées sur des supports informatiques infalsifiables et résistants aux intempéries. En aucun cas, ces données ne peuvent transiter par des supports de masse amovibles. C'est l'article 10 de la loi. Mais la loi qui dit on ne peut pas transporter avec ceci n'a pas dit on peut transporter avec cela. Alors quand la loi dit on n'utilise pas de clé, on n'utilise pas de CD, on n'utilise pas de carte mémoire, on n'utilise pas de disque dur, mais alors on utilise quoi? La loi ne l'a pas dit. Et à l'époque, un membre de la CPS est venu nous faire une différence entre les VCD et les DVD.
pour nous expliquer pourquoi on peut faire avec les DVD et non pas avec les VCD. Je laisserai les informaticiens corriger le moment venu. Je vais parler également du mauvais encadrement juridique du recensement sur témoignage. Le recensement sur témoignage, c'est-à-dire lorsque vous n'avez pas de pièce d'identité, vous venez, ou plutôt on vient chez vous pour vous recenser, le chef de ménage atteste qu'il y a telle personne. Mais ce chef de ménage-là, lui-même, est-ce qu'on a même pris la peine de vérifier son identité? Il n'y a aucun agent assermenté de l'État, aucune autorité de l'État civil pour attester que ceux qu'on enregistre sont effectivement béninois et qu'ils remplissent les conditions pour être enregistrés. Du coup, on a tout fait d'enregistrer des étrangers, de recenser, d'enregistrer des étrangers, des mineurs, ainsi de suite. Or, à quoi sert alors la LEPI? Si ce n'est pas à nous aider à nous débarrasser de tout ce qui ne doit pas figurer dans une liste électorale. Bon, je vais passer rapidement sur l'essai des prérogatives accordées à la CPS au détriment de la MIRERA. L'organe technique qui doit réaliser la LEPI a été complètement noyauté par l'organe politique qui s'est également lui-même réduit à une portion de la classe politique et on a vu ce que ça a donné comme résultat. Il faudra veiller à laisser un organe technique travailler et l'organe politique se contentera de suivre et de s'assurer que les résultats sont ce qu'il faut qu'ils soient. Ensuite, le flou artistique entourant la prorogation des délais. Je cite l'article 67 de la loi. Les délais fixés aux articles 31, 42, 46 et 47 ci-dessus sont susceptibles de prorogation en cas de nécessité. Le cas échéant, la demande de prorogation est soumise à la commission politique de supervision. Point. Fin de citation. Il apparaît ici clairement que la loi n'est explicite ni sur l'organe ou les organes habilités à introduire la demande de prorogation, ni sur les suites éventuelles à donner par la CPS et les procédures y afférentes. Cette imprécision ouvre à la CPS la possibilité de prolonger indéfiniment la réalisation de la LEPI et même selon son humeur. Et vous avez vu, on nous a promis la LEPI au moins 4 fois pour finalement nous livrer une boîte noire dans laquelle on n'a rien vu jusqu'à aujourd'hui. Les dispositions essentielles mais non prévues. Je veux parler ici de une évaluation et une validation de chaque étape. Nous sommes dans un processus où chacune des étapes se tiennent. Lorsque vous ratez la première, la deuxième est forcément compromise, ainsi de suite. Il aurait été bon de prévoir des dispositions pour qu'à la fin de chaque étape, une évaluation se fasse et une validation suive sur la base de critères clairs, sur des indicateurs définis. Cela a manqué à la loi. Évidemment, ceux à qui ça devait profiter en ont profité pour faire ce qu'ils ont fait. Il faut également régler la question de l'enregistrement des Béninois de l'extérieur. Aujourd'hui, les Béninois de l'extérieur se retrouvent difficilement dans la LEPI, alors que la Constitution leur donne le droit de voter, tout au moins pour les élections présidentielles. Et cela a été consacré par une décision de la Cour constitutionnelle. Mais la loi est restée muette sur le mode d'enregistrement des Béninois de l'extérieur. Mieux, les conditions dans lesquelles ils doivent être recensés font que, c'est à peine, si je me réfère aux propos du président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, c'est à peine qu'un centième ou un millième des Béninois de l'extérieur ont pu être recensés. Il faut veiller à corriger cela. Ensuite, et pour finir sur les dispositions non prévues, la non-institution d'un organe de gestion de la LEPI. La LEPI est un instrument ayant vocation à la permanence. Donc, le point le plus important après la réalisation, c'est la pérennisation des acquis. Il faut donc qu'un organe soit responsabilisé pour suivre cette pérennisation-là. Cela a manqué dans la loi. Cet organe pourrait être la Sénat, à condition que celle-ci subisse certaines réformes. Un autre communicateur reviendra sur cela. Et donc voilà ce que nous avons pu relever comme insuffisant de cette loi. Et les conséquences sur le processus, vous les connaissez, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Toujours est-il qu'on nous a fabriqué quelque chose, je dis bien, on nous a fabriqué quelque chose, et je vais vous dire juste quelques passages. Le 13 mars 2011, jour de l'élection présidentielle, des milliers de Béninois ont voté sans carte d'électeur dans un désordre si indescriptible qu'il a fallu attendre les résultats pour connaître le nombre d'électeurs retenus par la Cour constitutionnelle. Au Bénin, maintenant, c'est la Cour constitutionnelle qui retient le nombre d'électeurs à la fin des élections, à la proclamation des résultats. Voilà les conséquences de la LEPI, de notre LEPI. Quant au taux de participation, bien malin qui pourrait le donner avec certitude.
Ce 13 mars, donc, jour du scrutin, le chef de l'État lui-même a dû demander pardon au peuple béninois. Qu'est-ce qui lui a fait demander pardon? Il nous le dira peut-être. Au total, tous les constats faits suite à la mise en place de la LEPI semblent donner raison à cette femme politique qui, lors d'une conférence de presse le 10 février 2011, a affirmé ce qui suit, je cite, « La LEPI est complètement dévoyée, foulée aux pieds, grossièrement mise en œuvre, techniquement bancale et enfin conduite avec une incompétence et une expérience à nul autre pareil. Cette LEPI, qui devrait être facteur de paix, de développement et de démocratie, est devenue la vache à lait des uns, ceux-là qui se cachent derrière une loi truffée d'incohérences, et pour les autres, le dangereux outil de brouillage des réalités démographiques afin de pérenniser l'injustice sociale et politique. » Fin de citation. Et cela est si vrai que j'ai publié il y a quelques mois un ouvrage que moi-même j'ai intitulé « La LEPI au Bénin, avancée démocratique ou assassinat programmé de la démocratie ». Parce qu'on ne peut pas nous confectionner un outil de ce genre et prétendre que cela va nous permettre d'avancer. Je vais maintenant aux perspectives. Les perspectives par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, au fichier qui est là aujourd'hui. Au vu donc des nombreuses irrégularités et incidents qui ont émaillé le processus de réalisation de la LEPI, la classe politique et la société civile ne cessent de réclamer l'audit et la correction de cette liste si controversée. Il faut d'ailleurs signaler que cette exigence d'audit figure parmi les conclusions de la médiation Zissou-Soglo qui a eu lieu à la veille des élections présidentielles. Devant donc l'insistance des forces politiques et sociales, le chef de l'État a sollicité l'OIF pour procéder à une évaluation de la LEPI. Cette mission a séjourné au Bénin du 31 janvier au 9 février 2012 et a pu avoir accès au fichier électoral. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Le rapport de cette mission étant à ce jour le seul document produit par une structure, j'allais dire une structure extérieure à celle qui a réalisé la LEPI, et donc ayant eu accès à la base de données de la LEPI, nous nous en servirons comme référence dans la mesure du possible. Je vous cite certains extraits de ce rapport qui sont assez édifiants quant à la qualité du fichier électoral réalisé. Je vais me passer de tout le charabia politico-diplomatique qui a entouré ce rapport pour ne pas permettre à tout le monde d'y voir clair. Morceau choisi. Sur les limites de l'étude, le rapport dit ceci. Toutefois, il nous est impossible d'évaluer le taux de couverture atteint ni d'évaluer le pourcentage de doublons. Si une copie des bases de données avait pu être remise aux experts, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas eu la copie de la base, alors l'analyse aurait pu porter une appréciation plus complète sur le volume d'inscriptions multiples, sur la qualité et sur la complétude des données collectées et saisies. Si la mission ne peut pas se prononcer sur ces aspects-là, qu'est-ce qu'elle a fait alors? Ensuite, sur la cartographie censitaire, je cite encore une fois, l'absence de relevé géoréférencé des délimitations officielles entre certains villages-quartiers fait qu'il a été impossible de s'assurer que les entités de la couche bloc-hameau respectent les limites du village ou quartier, ou encore que l'ensemble du territoire d'un village ou d'un quartier ait été couvert. Il est de fait possible que certaines entités de la couche bloc-hameau soient associées au mauvais village-quartier. Cela veut dire que la cartographie n'a pas été réussie. En termes clairs, sur le dédoublonnage, je cite, une analyse de la situation des électeurs ayant le statut 0, c'est-à-dire ceux qui sont censés ne pas être enregistrés plusieurs fois, c'est eux qui ont le statut 0, et donc ce statut-là a été validé. Une analyse de cette situation a révélé la présence de 10 246 identifiants doubles. Ce numéro d'identification qui figure sur la carte d'électeur n'est donc pas unique comme requis par la loi. Ce chiffre non significatif en termes de volume, ça c'est la couverture diplomatique maintenant, prouve néanmoins l'existence d'une lacune au niveau des fonctionnalités du système. En l'absence d'un extrait des données individuelles nominatives, la mission ne peut porter un avis sur le volume de doublons et sur la complétude des informations collectées. Voilà des extraits du rapport des experts de l'OIF. Au vu de ces extraits, il apparaît clairement que la mission n'a pas pu avoir copie du fichier électoral pour en faire une étude approfondie. Dès lors, de nombreuses anomalies ont été constatées dont l'origine ne peut être révélée
que par une étude minutieuse du système. Mieux, le dédoublonnage qui doit permettre d'éliminer les inscriptions multiples, les inscriptions des mineurs et des étrangers n'a pas été une réussite, remettant fondamentalement en cause la finalité même de la LEPI. Au regard de tout ceci, et sans qu'il soit besoin de s'appesantir sur les autres anomalies que notre communicateur va développer plus tard, nous proposons 2 types d'actions. Premièrement, procéder à des corrections urgentes pour pouvoir disposer pour les élections communales de 2013 d'une liste électorale acceptable. Deuxièmement, organiser après les élections de 2013 une étude, cette fois-ci plus approfondie du fichier électoral existant, afin de faire les réajustements nécessaires pour aboutir à une véritable EPI. Les actions à court terme, avant 2013. Compte tenu du temps relativement court qui nous sépare des élections communales et locales de 2013, il serait utopique de prétendre auditer et corriger la LEPI avant ces échéances. Par contre, il est encore possible d'envisager la réalisation d'une liste électorale informatisée, fiable et sécurisée qui s'appuie en partie sur certains acquis du processus de la LEPI. En clair, il s'agira, premièrement, de modifier la loi 2009-10 portant organisation du RENA et établissement de la LEPI pour tenir compte des observations que nous avons faites plus haut. Deuxièmement, mettre en place une structure technique pour conduire les nouvelles opérations à réaliser. Cette structure peut être accompagnée par un organe politique, ainsi que nous l'avons préconisé. Troisièmement, procéder sans délai à l'affichage et à la publication sur Internet du fichier de 2011. Ça, c'est tout de suite. Quatrièmement, corriger sur le terrain, à partir donc de cet affichage, la cartographie censitaire et régler la question des villages non officiels en collaboration avec les élus locaux et les organes techniques compétents comme l'INSAE, le Sénatel et l'IGN. Cinquièmement, concomitamment à ces opérations, faire la mise à jour des logiciels de gestion du dédoublonnage pour s'assurer que le travail qui va être fait sur le terrain ne sera pas multiplié par 0 dans la base de données. Et sixièmement, enfin, procéder pour 2013 à une opération spéciale de recensement-enregistrement. Ne plus dire on va faire le recensement dans les ménages, non. On fait directement un recensement, enregistrement dans des centres de collecte uniquement pour les citoyens en âge de voter pour 2013. Lorsqu'on aura fait ce travail, on procédera donc au dédoublonnage et on va appareiller les électeurs à leur bureau de vote. On ira aux élections de 2013. Après les élections de 2013, maintenant, les actions à moyen terme, il s'agira cette fois-ci de faire maintenant une étude plus approfondie, ce qu'on peut appeler maintenant audit du fichier électoral, afin de répertorier toutes les autres insuffisances, en retracer l'origine et procéder à leur correction. Deuxièmement, et c'est important, certifier par des agents assermentés et ou des officiers d'état civil l'identité des personnes recensées sur témoignage et relancer encore au besoin un enregistrement spécial. Parce que si cette identité-là n'est pas certifiée, nous allons faire une liste où nous allons retrouver toutes sortes de personnes, toutes sortes d'espèces béninoises, non béninoises, petits, grands, ainsi de suite. Et donc, sur cette base-là, on finalisera la LEPI et fera des données de la base une matrice pour la constitution des fichiers d'état civil futurs. Donc, j'ai proposé un chronogramme que les rapporteurs vont certainement prendre pour voir avec les autres et sortir quelque chose. En conclusion, les pays africains, surtout francophones, font face depuis les années 90 à un énorme défi, celui de la réalisation et de la pérennisation de listes électorales transparentes, fiables et crédibles. Ce défi est d'autant plus colossal que le système d'état civil, qui devrait en principe faciliter l'identification des électeurs, demeure fondamentalement déficient et les flux migratoires restent encore loin d'être maîtrisés, du fait entre autres de la porosité des frontières et de l'instabilité chronique des établissements humains internes aux États. Par ailleurs, si l'évolution technologique en matière d'identification et d'informatisation peut constituer un facteur favorable, l'environnement naturel, sociologique et le niveau de compétence des ressources humaines en Afrique n'offrent pas forcément les conditions les plus compatibles à l'implémentation des technologies prouvées dans les pays du Nord. Ainsi, par exemple, l'utilisation des kits biométriques en milieu tropical n'est pas nécessairement indiquée, surtout qu'il n'existe pas suffisamment de compétences locales qualifiées pour la gestion de cette technologie. Il serait donc souhaitable que,
face à la complexité de la question, les solutions soient recherchées non pas seulement dans les cadres nationaux, mais également à une échelle régionale, voire même dans une coopération sud-sud qui peut prendre plusieurs formes. À cet effet, la piste des échanges d'expériences et de technologies tropicalisées entre les États du Sud est à explorer. Un partenariat public-privé équitable pourrait également être envisagé, surtout pour favoriser le financement de ces opérations. Parce qu'il n'est pas évident que si nous optons pour autre chose, les partenaires que ça arrange acceptent toujours de nous accompagner. Cependant, en attendant d'aboutir à des solutions satisfaisantes, un pays comme le Bénin, qui a fait l'option de la réalisation d'une LEPI, doit impérativement asseoir une telle opération sur le consensus politique, lui-même issu d'un dialogue politique de qualité. Cette condition essentielle et incontournable doit prévaloir tout au long du processus afin d'en garantir l'acceptation par toutes les parties. L'absence de cette concertation permanente a été à l'origine de l'échec de l'opération lancée au Bénin en 2009 et dans laquelle ont été engloutis des dizaines de milliards de nos francs. Il s'agit alors aujourd'hui de procéder en urgence à l'affichage du fichier électoral réalisé, quelles que puissent en être les imperfections. Les acteurs politiques pourront alors, au vu des défaillances techniques relevées par les techniciens, se retrouver pour retenir ensemble et formaliser dans une loi les corrections à effectuer, les procédures à mettre en œuvre et le calendrier à exécuter pour doter le Bénin d'une liste électorale acceptable pour les communales de 2013 qui pointent déjà à l'horizon. Après cette échéance, un diagnostic plus approfondi permettra d'évoluer plus sereinement vers la finalisation de la LEPI en vue d'en faire réellement l'outil de développement que les Béninois appellent de tous leurs vœux. Je vous remercie.